si tu devais sauver un seul raccourci clavier. T'as fait un BTS en commerce international. T'étais quel genre de petite fille alors? Tu te souviens de profs qui t'ont marqué? Qu'est-ce que tu regardais à la télé? Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Oh, quelle horreur cette question. C'est obligé. Vita, t'as dit il y a quelque temps, je crois, que t'avais un défaut. J'en ai pas mal, hein. Ouais, mais que ton principal défaut, c'est que t'étais en retard. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, vas-y, j'étais très en retard. Bon, là, franchement, j'ai un peu une excuse quand même. On est dans une journée un peu marathon qui a commencé à 7h, parce qu'on était sur des matinales. Mais je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est pas facile, ouais. Et promo toute la journée, donc Ouais, là, on est en pleine semaine de promo, donc tout s'enchaîne. Ouais. Après, juste après ça, je pars à Valenciennes, donc c'est te dire que c'est des journées qui sont très longues. Ouais. Mais sur Versus, c'était super dur parce que moi, j'étais tout le temps en retard et Slimane, il est toujours à l'heure ou en avance. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. Donc, j'ai essayé de faire le maximum, tu vois, pour arriver à l'heure, mais c'est pas évident. Et tu crois que ça vient d'où, le fait qu'il y a des gens qui sont genre, comme Slimane, genre... Non, moi, en fait, de base, je suis quelqu'un de ponctuel. Justement, je suis très carrée, je suis très rigoureuse sur l'organisation et tout. En fait, je roule très vite et je pars toujours du principe que genre... Je pars genre 15 minutes avant n'importe quel rendez-vous. Mais même si c'est à l'autre bout de Paris, je crois toujours que je vais rattraper. Oui. Et en fait, à chaque fois que j'appelle les gens, ils me disent, je suis sûre que là, tu viens de décoller. Et je dis, non, c'est pas vrai, j'arrive. Mais en fait, c'est vrai, je viens de décoller. C'est un peu vrai, quoi. Ça vient de là. T'as vu qu'on a des cadeaux? Regarde, alors parce que ça, c'est comme ça, mais là, trop bien. Il y a carrément je la prends. Ton nom. Je peux la prendre après? Mais c'est fait pour ça. C'est fait pour cadeau. Et alors, j'imagine que t'as déjà eu des cadeaux... T'as déjà eu des cadeaux mieux que ça dans ta carrière? Genre des trucs qu'on t'a fait des cadeaux qu'on t'a fait genre spécialement pour toi, genre customisés. Ouais, c'est très dans l'air du temps. Ouais. Donc là, avant-hier, j'ai fait une dédicace et je suis arrivée et ils avaient tout customisé la pièce, des coussins pour mes enfants avec les prénoms de mes enfants. Je trouvais ça trop mignon pour une dédicace. Après, ça se fait beaucoup, tous les gâteaux et tout. Je trouve ça. Et c'est quoi le truc? T'as un souvenir d'un truc genre tu t'es fait genre wow, c'est le meilleur truc qu'on t'a fait? Quelqu'un qui m'a offert un coussin d'une grande marque qu'on m'a pas cité. Ouais. D'un grand créateur et qu'il a fait customiser Vita. D'ailleurs, le coussin est tellement beau, j'aurais préféré qu'il n'y ait même pas mon nom dessus. Et franchement, c'est quelqu'un que je connaissais pas beaucoup en plus. Ouais. Ça a dû lui coûter super cher, j'étais hyper touchée. Ouais. Et il m'avait offert ça à Marseille, je me rappelle, et je l'ai gardé, il est magnifique. Un oreiller tout en cuir, marron et beige, vous avez compris, c'est quelle marque? Ok. Bon voilà, nous on a un mug. Non mais c'est génial parce que les mugs, moi je bois beaucoup de café. Oui. Et en plus c'est aux couleurs de Combini, donc j'adore. Couleur un peu enfantine comme ça. Je l'emmène au bureau. Et donc Vita, c'est le nom de. C'est le prénom de mon arrière-grand-mère sicilienne, qui était sicilienne. Mes cousines le portent quasiment toutes en deuxième prénom. Il y a beaucoup de Vita. Ma maman le porte en deuxième prénom. Et moi, Vita, c'est le nom que j'avais choisi pour un peu en faire mon armure en tant qu'artiste, parce que c'est la vie en italien. Oui. Et je voulais ce nom de scène-là. J'ai rajouté un A, mais depuis très jeune, je m'étais dit que ce sera mon nom de scène. Et comment tu as eu l'idée de ce deuxième A, justement? Je trouve que c'était dans l'air du temps. Moi, je suis une grande fan des chanteuses soul, R&B des années 90-2000. C'est les chanteuses avec qui j'ai grandi. Oui. Et c'était dans l'air du temps un peu de faire ça. Donc, c'était pour le personnaliser aussi. Oui. Parce qu'il y avait une rappeuse américaine qui s'appelait Vita à l'époque. Et je m'étais dit, c'est une catastrophe. On est deux. Et du coup, j'ai rajouté un A. C'était un drame à l'époque. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, on le remarque beaucoup plus aussi. Tu vois, Vita, et il y en a qui l'appellent Vita. Oui. Pas compris le concept. Ouais, non, Vita. Mais et tu dis que donc ton vrai prénom c'est Charlotte. Et alors tu dis que c'est un prénom que tu as toujours détesté, enfin jusqu'à il y a peu de temps en tout cas. Quoi. Non, j'aime toujours pas mon prénom. Pourquoi c'est joli? Je le tolère plus depuis qu'on a décidé d'appeler l'album comme ça et que je le vois un peu partout. Et puis les gens ça me touche parce que les gens, j'ai l'impression que ça leur fait quelque chose que je confie mes complexes à ce point, parce que vraiment dans cet album je suis dans une introspection. Oui. Au point où j'ai pas réfléchi même en racontant tout ça. Et là, je suis en dédicace, il y a des gens, il y a énormément de monde et il y a des petites mamies qui viennent me voir et qui m'ont fait pleurer. Là, genre avant-hier, ça m'est arrivé, qui me disent mais pourquoi vous aimez pas comme ça? Pourquoi vous aimez pas? Parce que moi, j'ai un vrai problème. J'aime pas mon image, je m'aime pas. C'est un truc dont j'ai peu parlé, mais que tous les gens qui travaillent avec moi et vivent avec moi savent, sont au courant, quoi. Ouais. Et voilà. Et le fait d'appeler cet album Charlotte, parce qu'il était tellement
introspectif, c'était au final une évidence. Mais pour moi, c'était impensable. Genre, il y a 3 mois, je me suis pris la tête avec mon équipe. J'ai dit, je peux pas, non, on l'appellera autrement, on l'appellera chat, mais on l'appellera pas Charlotte. Pas strictement Charlotte. Mais est-ce que tu arrives à savoir qu'est-ce qui te déplaît autant dans le prénom Charlotte? Alors, on m'a posé cette question, je saurais pas répondre. J'aime pas mon prénom, je trouve que c'est pas un beau prénom. Ma maman me tue quand elle m'entend. Hier, elle m'a fait une note vocale, elle m'a dit pourquoi je comprends pas, c'est un beau prénom. Voilà, ma mère aimait ce prénom. Ma mère m'a appelée comme ça par rapport à Charlotte Rampling, l'actrice. Et c'était Charlotte ou Joséphine. Voilà. Et ma mère, elle adore la littérature d'époque. Voilà, c'est. Après Charlotte, c'est vrai que peut-être que c'est parce que ça veut dire quelque chose. C'est les trucs qu'on Charlotte. Je sais pas, c'est quoi je crois que c'est il y a les Charlotte aux fraises. Voilà. Alors ça, toute mon enfance, je trouve que ça fait partie des raisons qui ont fait que j'ai détesté mon prénom. Parce que quand même en primaire, cette blague revenait beaucoup. Ouais. Bon, et il y a les petits chapeaux qu'on se met pour la douche aussi. Les Charlotte. Ça peut être des Charlotte aussi. Mais c'est pas ça qui t'a. C'est pas ça. Je sais pas. J'aime pas ce prénom. On choisit pas son prénom après. Donc, Vita, bonjour. Bonjour. Enchanté. Donc, ce podcast, il s'appelle Small Talk. Le principe, c'est qu'on parle de tout, sauf de ce pourquoi la personne est connue. Sauf que, bien sûr, si on fait vraiment que ça, les gens ils disent ben non, que je viens pas parce que moi j'ai des produits culturels. Je vais parler de mon album, etc. Donc, évidemment qu'on fait des liens, toujours des descriptions et on va faire même un intermède. On va parler que de ton album. D'accord. Donc voilà. Tu es né à Mulhouse, mais t'as pas passé hyper longtemps à Mulhouse. Ouais, non, je suis partie très. Il y a des gens mauvaise langue qui diraient genre c'est bien de pas passer trop longtemps à Mulhouse. Non, parce que j'ai de la famille là-bas et les Alsaciens ils sont adorables. Quand je vais là-bas, d'ailleurs, les gens m'accueillent. Pour eux, je suis une Alsacienne, quoi. Et je suis partie à 2 ans. Et on s'est installé dans la campagne lyonnaise. Oui. Et ma vie, c'est toute mon enfance, mon adolescence, c'est Lyon. Oui. Lyon, c'est ma ville. Je suis une vraie lyonnaise de cœur. Voilà, c'est ma région. Quand j'arrive à Lyon, j'ai mon cœur qui se relâche. C'est-à-dire, j'ai un soulagement. J'aime tellement cette ville. Oui. Et voilà, et mes premières expériences de scène musicale, mes plus belles rencontres aussi sont à Lyon. La première rencontre que j'ai faite, qui a été déterminante dans ma carrière avec Akos, qui était un des compositeurs du label d'Ayam, la Cosca, c'était un Lyonnais, Olivier Castelli. On s'est rencontrés, on a fait du son. Donc en fait, vraiment, tout mon album À Fleur de Toi, je l'ai écrit dans mon petit appart à Lyon. Je travaillais, j'étais vendeuse dans un centre commercial en plein centre de Lyon. Ma vie, mes souvenirs de jeunesse, c'est Lyon, ouais. Et alors, c'est une ville qui a une réputation, enfin de loin comme ça, comme genre très bourgeoise, très tradie, très. Et puis les Lyonnais sont pas hyper sympathiques. Hein. Quand je suis arrivée à Paris, ça m'a pas trop changé. Ils sont un peu, c'est des Parisiens. C'est un peu c'est des sous-Parisiens. C'est des sous-Parisiens. Mais c'est une très belle ville. L'âme dans votre visage, les Lyonnais. La prochaine fois que je vais aller à un concert là-bas, ça va être compliqué. Non, mais à la fois, c'est une ville magnifique et voilà, et tellement de beaux souvenirs. Et c'est quoi ton plus vieux souvenir, quand tu vas le plus loin dans ta mémoire possible, dans même l'enfance, genre dans l'enfance, le premier truc dont tu te souviens, tu dis genre, je sais pas, peut-être que tu avais quelques années, je sais pas, 3, 4 ans, et tu dis je sais pas, ça peut être rien, une vision, un truc. Moi, j'ai un vrai souvenir d'enfance. J'en ai parlé à ma mère il y a pas longtemps. Et par exemple, je pense que c'est lié à ça. Je déteste la compétition et j'ai des souvenirs de maternelle, première année. C'est quand même loin. Hein. En plus, je suis rentrée à l'école, j'avais 2 ans. Et il nous faisait faire une compétition de cerceau dans la cour. Donc, tu devais faire rouler ton cerceau. Oui. Et ça me terrorisait. Donc, on devait partir 1 contre 1. Oui. Je me rappelle comme c'était genre il y a pas longtemps. Et j'avais peur, en fait, parce que je trouvais ça horrible d'être contre quelqu'un. Et toute ma vie, j'ai détesté la compétition. Oui. C'est un truc que j'aime pas. Les chiffres, tu vois. Et alors, je suis dans un métier où c'est horrible, parce que quand tu sors un disque, c'est que ça. Oui. Et j'ai jamais aimé être en compétition avec quelqu'un, être comparé à quelqu'un. C'est un truc que je travaille pas comme ça. Et toute ma vie, dans tous les secteurs possibles, la compétition, c'est un truc que je déteste. Oui. Mais je crois que ça vient de là. Et tu te souviens qui c'est qui avait gagné Je me rappelle même pas du gars. Toi non, mais c'était pas toi. C'était pas moi, je pense. C'était pas toi. Ouais, c'est ça. Tu te souviens quand tu étais tout enfant, qu'est-ce que tu regardais à la télé? Tu regardais des dessins animés? Moi, Génération Club Dorothée. Mais ouais. À 1000, genre, j'attendais mon nom à la fin, l'anniversaire et tout. Ah mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu pouvais. C'est ça, je crois. Quand tu étais membre du club, oui. Il y avait à chaque jour, à la fin, les prénoms ils avaient tellement de membres. Et nous, on attendait. Il y avait des milliers de prénoms. Et t'attendais quand c'était ton anniversaire, tu vois. Ouais. Et tellement que j'étais fan du club Dorothée, j'étais fan et tout, j'envoyais des courriers. Et c'était à la Plaine Saint-Denis. Oui. Et moi, petite lyonnaise dans ma campagne, j'ai grandi vraiment dans la campagne et tout. Quand je suis venue m'installer à Paris et que j'étais chanteuse, les premières émissions, je me souviens que je suis venue à la Plaine Saint-Denis.
Je croyais que la plaine Saint-Denis, c'était une plaine, tu vois, avec des fleurs. Je voyais ça comme un truc enchanté dans ma tête d'enfant. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la plaine Saint-Denis. Ouais. Voilà, quoi. Et c'est un endroit, on pourrait dire, quand même, pas top, quoi. Enfin, c'est pas fou, quoi. C'est que ouf. Des studios. Mais oui. Et c'est fou comme tu idéalises quelque chose quand t'es gosse. Mais vraiment, le Club Dorothée, je peux te citer toutes les émissions du Club Dorothée. Mais c'est vrai que c'est ce truc où, genre, t'avais l'impression d'être une espèce de micro-resta parce qu'il y avait ton nom qui était passé, genre, 1/8 de seconde. Puis elle le disait Ariane à la fin. On souhaite un super anniversaire à tous ceux qui. Et t'étais là. T'attendais. Et les dessins animés un dessin animé qui m'a marqué, il y en a 2. Olive et Tom. Bien sûr. J'adore. Ils couraient pendant 7 heures sur le terrain. On aurait dit que le terrain. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, c'était un manga de foot. De foot, mais qui est encore coté un peu. Hein, quand moi, mes enfants, ils ont 12 ans. Ils regardent encore Olive et Tom. Et les mangas sont revenus quand même. Dragon Ball, c'est encore dans l'air du temps. Complètement. Un dessin animé qui existe plus du tout que j'adorais, c'était Denver, le dernier dinosaure. Je sais pas si t'as connu. Mais bien sûr. Samedi. Denver, le dernier dinosaure. C'est mon ami, bien plus encore. Voilà, Denver, j'adorais. C'était le samedi soir et les mercredis, nous, quand on était gosses, vraiment, où le Club Dorothée, c'était vraiment quelque chose. Sur le truc de la plaine Saint-Denis, ça me fait penser des fois au nom de cités, tu sais, dans les genre la cité des noms de ouf. Voilà, la cité des Marguerites et des machins. Et ça, tu fais la cité des Marguerites. Ouais, quand t'arrives. Alors qu'en fait, c'est pas. Il y a pas de Marguerite. Il y a pas de ouf de Marguerite, quoi. C'est pas... et tu te souviens à quoi tu jouais? Moi, je me souviens que on est, je pense, à peu près de la même génération. Moi, les filles, dans la cour, elles jouaient à l'élastique. Ouais, moi beaucoup aussi. L'élastique. Jamais trop compris, d'ailleurs, en quoi ça consistait. Ouais, fallait sauter entre... C'est vrai que c'était pas hyper... on adorait jouer à ça, d'ailleurs. L'élastique, corde à sauter. Les billes. Ça se fait plus, hein. Je sais pas, les billes, j'ai l'impression que ça traverse un peu, genre... Je crois pas, hein. Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui est revenu en tout cas, c'était ça. Tu te souviens pas des trucs... Moi, il y avait un truc qui s'appelait les puces. Ah non, et c'était des espèces de cônes en plastique, comme ça, que tu retournais, tu les posais... Et ça sautait. Si j'ai connu un peu, j'ai pas trop joué à ça. Les trucs, là, que tu fais ça, les Scooby-Doo... Ouais, toutes ces choses qui n'existent plus. Les trucs où tu fais ça, c'est quoi? Tu sais, c'était comme un élastique en fer, là. Les slinky qui descendent l'escalier. Voilà. Qui font... ouais. Ça, j'ai jamais réussi à le faire. Ouais, non, c'était pas facile. Et t'étais quel genre de petite fille, alors, à ce moment-là? J'ai été une petite fille hyper... alors, ma mère me dit hyper rigolote. J'étais un peu un bout en train. Ouais. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être... je pense que ma famille pensait que j'allais être humoriste. Hein, parce que je faisais des spectacles devant mes tantes et tout, dans le sud de la France, en été, tout le temps. Après, j'étais très... plus tard, en primaire, j'étais très solo. En fait, j'ai pas bien vécu ma primaire. Ah oui. Je le raconte un peu d'ailleurs dans Versus, la chanson où je dis qu'à l'école, je me suis un peu sentie mise de côté. Moi, je pense que j'étais vraiment quelqu'un qui aimait pas tout ce qui est les bandes de copines. Je crois que je m'entendais mieux avec les garçons qu'avec les filles. Ouais. J'ai trouvé tout de suite le monde des enfants un peu cruel, quoi. Donc, j'ai pas des super souvenirs de primaire. J'ai des super souvenirs d'enfance, mais primaire, pas ouf. Et à partir du collège, ça allait mieux. Et t'avais des bonnes notes quand t'étais... Ouais, et ça, c'était ma force, c'est que j'avais des super bonnes notes. J'ai sauté une classe. Et du coup, vu que j'avais des bonnes notes, arrivé au collège, j'ai basculé dans la rébellion totale. Ah oui. Ouais. T'as été forte à l'école trop tôt et ensuite... Et ben en fait, je me la racontais parce que j'avais des bonnes notes, donc je traînais avec les mauvaises fréquentations du collège. Mais vu que j'avais des bonnes notes, je me croyais tout permis. Ouais. Ce qui m'a valu quand même des exclusions. Ouais. C'était pas évident. Mes profs de collège avaient dit à ma mère, on sait pas ce qu'elle va faire de sa vie, mais elle va faire quelque chose de... Elle a beaucoup de caractère, quoi. Ouais. Et c'est bon, heureusement qu'après j'ai basculé du bon côté. Mais j'ai vraiment une adolescence compliquée. T'aurais pu utiliser ton caractère à faire des trucs pas bien au lieu de faire des trucs bien. J'aurais pu, si j'avais pas eu un père très autoritaire. Et tu te souviens quand t'étais en primaire ou au collège, genre tes camarades de classe de l'époque, tu te souviens encore de leur nom? Oui, il y en a, je me rappelle. Ouais. Je me rappelle même de certains de maternelle. Mais je veux pas dire leur nom, les pauvres. Bah pourquoi pas? Non. Leur prénom? Non, je vais pas faire ça. Après, on se retrouve sur les réseaux. Mais il y en a plein, oui, je me souviens très bien. Ouais. Mais j'ai une bonne mémoire. Et tu t'en souviens pour des raisons particulières, genre sympa ou pas sympa? Franchement, il y en a, tu sais, juste tu regardes la photo de classe. Hé, Guillaume Tu sais, t'as des flashs. Mais non, sinon, non, j'ai pas vécu d'épisode qui m'a traumatisé non plus. Mais je me rappelle bien, ouais. Et t'avais parce que je sais que les bons élèves, souvent, ils ont ça, ils ont genre c'est une ou un rival qui est genre un peu meilleur ou un peu moins bon, mais genre non, mais parce que moi j'étais une bonne élève malgré moi, c'est-à-dire que moi je travaillais pas à outrance et tout. En fait, j'aimais bien l'école,
Oui. Donc c'était facile, parce que j'ai toujours aimé écrire, et d'ailleurs c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais mon tempérament, il voulait s'amuser. Donc en fait, j'étais un mélange des deux. C'était bizarre, hein, parce que je traînais pas avec les bonnes personnes, et du coup j'aidais tous ceux qui bossaient pas, et j'avais des bonnes notes. Ouais. Ça, ce qui m'aidait, quoi. Tu te souviens de ce que tu faisais le mercredi? Le mercredi, tu faisais des activités. J'ai fait beaucoup de sport, moi, quand j'étais jeune. J'ai fait de la gym pendant 7 ans, en agrès, tu vois, en salle et tout. Genre le ballon, les rubans. Non, c'est la GRS. Pardon. C'est pour les filles plus féminines. Ouais. non, la gym en agrès, c'est les barres asymétriques, la poutre, le cheval, sol. Le cheval d'arçon, exactement. Ouais. Ce que t'as filmé, c'est pour les garçons. Oui. C'est le saut de cheval pour les filles. Ah oui, tu fais pas. Sur les garçons, tu te mets pas avec les poignets là. Non, ça c'est les garçons. Ouais. D'accord. C'est hyper physique. Ouais. Et ça m'a donné une bonne base, d'ailleurs, je pense, par la suite, même pour mon corps. Ouais. Après, je suis passée au handball à l'adolescence. Ouais. Et vu que je suis grande et tout, j'étais en ligue et tout, j'ai joué longtemps. Et t'as fait de la compète de handball, quoi. Ouais, j'étais en ligue. Et après, j'ai complètement arrêté le sport. Ça a été un drame à 18 ans. J'ai pris beaucoup de poids. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens que moi, je suis une ancienne ronde. Donc, je me vois encore comme ça. Genre, je faisais 14-15 kilos de plus que comme je suis là. Mm-hmm. Et après, je suis allée voir un nutritionniste qui m'a appris à m'alimenter, réappris, et qui m'a aidé à perdre du poids. Et j'ai gardé ma ligne après à partir de là. Mais en fait, j'en ai beaucoup souffert. C'était au moment du lycée, parce que j'étais plus ronde. Et forcément, t'entends des phrases qui te marquent. Et quelle phrase t'entendais par exemple? On m'appelait Golgoth. Ça m'est arrivé. Je rigole, mais c'était dur. À 18-20 ans, t'es une jeune fille. Moi, j'ai pas aimé ma vingtaine. Moi, je suis hyper à l'aise dans mes baskets aujourd'hui. Ouais. Je crois que j'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Dans ma trentaine, j'ai commencé vraiment à m'accepter et tout. Aujourd'hui, je me sens bien. Mais ma vingtaine était difficile. Et en plus, j'ai été propulsée sur le devant de la scène à 20 ans. Quand t'es une jeune femme, que tu t'aimes pas, c'est pas facile, quoi. Ouais. Et tous ces souvenirs-là, je les ai gardés. Et je pense qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, t'abuses !» Mais moi, je me vois encore comme ça. Ouais. Donc, je suis un enfer parce que je m'aime jamais, tu vois. Genre, quand je regarde un truc, j'ai toujours un truc à dire. C'est le... Alors, moi, j'étais un petit peu gros aussi. Et moi, je m'appelle David Castello Lopez. Et on m'appelait David Castello Lobez. Ah ouais, voilà. C'est sympa. Mais après, c'est bien trouvé quand même. C'est proche. Ultra méchant. Ils sont durs, hein, les enfants. Ils se font pas de cadeaux. Et toi, d'ailleurs, donc il y avait des gens qui étaient méchants avec toi, qui t'appelaient Golgoth. Est-ce que toi, t'as été méchante avec des gens? Non, moi, au collège, en tout cas. Non, moi, vraiment. Et je pense que c'est parce que t'étais quand même dans les populaires. Donc, souvent, les populaires, ils sont pas sympas. Avec ceux qui étaient méchants avec les autres. Ouais. Mais moi, j'étais pas comme ça. J'ai jamais su faire ça. C'est pas ma nature. Ouais. Je crois que je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Et je déteste ça, la méchanceté gratuite, l'injustice. Genre, je peux intervenir, quoi. Genre, j'étais comme ça, j'aime pas. Non, moi, je suis pas comme ça. Et j'avais plein de copines comme ça. Et je trouvais ça dégueulasse. Et je leur disais, ouais, ça se fait pas et tout. Bon, après, c'est le collège, c'est comme ça, c'est cruel un peu. Ouais. Et mes enfants, je leur inculque vachement ça. Je leur dis, faut pas faire ça, en fait. Parce qu'en plus, on est dans l'ère du harcèlement. C'est dur, eux, ce qu'ils vivent. Donc, vraiment, j'essaye de les éduquer pour justement qu'ils n'aient pas cette fibre-là et que même s'ils traînent avec des gens comme ça, qu'ils réagissent. Et mon fils, le plus petit, qui a 8 ans, il a une âme de justicier, j'aime trop. Parce que dès qu'il voit un truc comme ça, Edem, lui, il va dire « Oh, pourquoi t'as fait ça ?» Il rentre au milieu bagarre et tout direct. Il rentre dans... J'aime bien. Je trouve que c'est important d'être comme ça parce qu'on est tellement dans une ère où tu vois des trucs de fou tous les jours que faut pas laisser faire, quoi. Ouais. Mais moi, non, j'étais pas cette fille-là, justement. Je regardais, je me mettais sur le côté et après, je lui disais « Pourquoi t'as fait ça ?» Donc voilà. Et tu dis que t'étais en rébellion quand t'étais au collège. T'as fait quoi, par exemple, comme avec les profs. C'est pas bien de donner cet exemple-là. Mais non, mais tu dis justement que c'est pas un exemple. Ils regardent tous les trucs combinés, ils adorent. Tu dis, on dit, il faut pas faire ça. Quoi. Oui, bien sûr, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ouais, voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. Fais ce que je dis, fais pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. En l'occurrence. Non, des exclusions. Rater, ne pas venir à l'école. Tu te souviens d'une raison pour laquelle t'es exclu au collège? Ouais, pour comment ils appellent ça quand tu réponds. Insolence. Oui, voilà, insolence avec une prof, à aller loin, à se lever, à crier et tout. Donc sorti exclu de la classe plusieurs fois jusqu'à ce que le CPE il t'exclue 3 jours. Ouais. Voilà. Après, des plus grosses bêtises un peu plus tard parce que pas des bonnes fréquentations. Mais je suis pas fière de cette période-là et à la fois j'ai l'impression qu'en fait, un peu comme dans la vie quand il faut se planter pour comprendre qu'on s'est planté. Je pense qu'il faut aussi parfois, et je pense qu'un enfant il a besoin de ça, pas de faire des énormes bêtises, mais je veux dire des fois il faut le laisser en fait comprendre tout seul qu'il sort du bon chemin pour qu'il revienne. Je pense qu'on peut pas préserver quelqu'un, empêcher quelqu'un de faire des conneries et j'en ai fait pas mal.
Je partais de la nuit de chez mes parents, parce que nous, on vivait dans une maison à la campagne et j'avais une porte, en fait, dans ma chambre. Et je racontais ça à mon père il n'y a pas longtemps, parce que je prépare un documentaire et dedans, mes parents interviennent. Et en fait, nous, on avait des scooters parce qu'on vivait à la campagne. Moi, très vite, parce que nous, on habitait dans un endroit où il n'y avait pas de transport en commun. Et en fait, la nuit, on s'échappait. Mon frère, il faisait pareil. On poussait nos scooters dans la descente pour pas que mon père, il entende. Et on partait. Et après, on allait rejoindre nos potes. Bref, mon père, il m'a dit, vous faisiez ça. Ah, parce qu'il était pas, il a jamais dormait, su, quoi. Et on attendait d'être en bas du virage pour démarrer parce qu'on savait qu'il allait entendre, tu vois. Donc, voilà, des bêtises de. Et tu dis que c'est grâce à ton père strict que c'est pas allé plus loin que juste les conneries d'adolescents, quoi. Ah oui, c'est sûr que si je pense que si ma mère avait été mère célibataire, moi, je pense que j'aurais pu avoir une vraie période où je pars en live. Moi, j'avais un père. Moi, je trouve qu'on est dans une ère qui est un peu compliquée parce qu'aujourd'hui, on dit oui, les enfants, il faut pas les disputer, il faut pas de fessées, pas de. Moi, j'ai pas eu une éducation comme ça. Moi, j'ai une éducation à la dure. Moi, mon père, il était pas content, il me mettait une tarte. Oui, il y a eu physiquement, voilà, c'est quelqu'un qui me corrigeait et très honnêtement, je pense que j'en avais besoin parce que je répondais. J'étais hyper insolente. Je répondais à ma mère. Et quand il rentrait le soir, ma mère, la pauvre, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais ma mère, c'est quelqu'un d'adorable. Et en fait, à l'adolescence, il faut avoir du répondant. Donc moi, quand mon père rentrait le soir, je savais qu'il allait rentrer et que j'allais avoir à lui rendre des comptes. Donc moi, je craignais mon père et je lui en remercie. Si j'avais pas eu un père comme ça, qui était la figure autoritaire, moi, j'avais besoin de ça. Et je pense qu'il y a des enfants que tu leur dis une fois, ils comprennent. Il y a des enfants, ils ont besoin de sentir, en fait, calme-toi là. Parce que toi, tu te redescends, t'es un enfant, tu vois. Je dis ça, j'avais 14, 15 ans. Hein. Oui, c'était pas 8 ans. J'avais pas 8 ans, T'as passé ton bac ? Ouais, j'ai eu un bac éco. Option européenne, bilingue anglais. ES, option. Et ES à l'époque, SES. Mention ? Pas de mention. Non, pas de mention du tout. J'ai été au rattrapage pour 5 points. J'étais en pleine vacances. Ils m'ont fait revenir pour 5 points. J'étais au bout de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'étais comme ça, ce phénomène de je me repose sur mes acquis. C'est bon, le bac. Et en fait, il me manquait 5 points à cause du bac de français parce que j'avais fait l'impasse sur certains textes. J'étais partie avec une mauvaise note au bac de français. Je suis revenue de vacances pour faire mon rattrapage de 5 points. Et t'as passé quoi ? J'en ai rattrapé 50, je crois. Et t'as passé quoi comme maths. Ouais. Et j'étais tombée sur un prof très sympa. Et à l'instant, t'as parlé de ton frère. T'as pas parlé de mon ton grand frère. T'as un grand frère et c'était quoi ton rapport avec ton frère dans toutes ces années-là ? Très jeune, très compliqué. Enfin, à l'adolescence compliquée, on était très différents. Aujourd'hui, on s'entend hyper bien, on est beaucoup plus proches. Il fait quoi lui aujourd'hui ? Il est commercial dans une grosse boîte de son. Et aujourd'hui, on est très proches, peut-être parce que la vie aussi, le fait qu'il soit papa, qu'on partage les mêmes choses. Mais quand on était plus jeunes, on était diamétralement opposés. Pas du tout les mêmes fréquentations, pas du tout les mêmes amis. Et lui, il me racontait justement qu'il avait mal vécu le collège. Et je lui disais, c'est marrant, moi, le collège, j'ai adoré. Et on s'est vraiment éloignés, je crois, entre 18 et 20 ans. Et on s'est retrouvés par la suite. Et donc maintenant, vous êtes reproches. Maintenant, on est vraiment très proches. T'as fait un BTS en commerce international ? Ouais, juste après. Enfin, pas juste après. J'ai fait une pause de 1 an et demi. Où là, tout commençait un peu à se mettre en place dans la musique, c'est-à-dire que c'est là où j'ai fait toutes les collaborations que j'ai pu faire, pas le Jams, mais le Cynic, le Dadou, les double face 4, etc. Je commence à me faire un nom en fait à ce moment-là et les gens commencent à me dire non mais attends, il y a un truc à faire et tout. Moi parallèlement je suis à Lyon, je suis vendeuse, donc entre-temps dans un centre commercial dans un magasin, dans un centre commercial de vêtements. Et puis, je fais mes maquettes le week-end avec mon compositeur de l'époque qui s'appelle Mounir. Et on compose et on écrit tout l'album à fleur de toit. Et les gens nous disent il y a un truc à faire, mais à la fois, je monte à Paris, rendez-vous sur rendez-vous, on n'essuie que des échecs et que des portes qui se ferment. Je rencontre mon manager de l'époque qui démarche partout. Et puis, ça n'avance pas, en fait, la musique. Donc, je reprends mes études. Je fais un BTS commerce international. Et je me dis, t'as 2 ans pour signer. Et moi, je suis comme ça, j'adore me fixer des objectifs. Et je suis toujours pessimiste, ça n'a pas marché et tout. Et au bout des 2 ans, ça n'a pas marché. Et là, moi, je voulais partir vivre aux États-Unis. Je me dis, de toute façon, ça marchera jamais. Mon manager continue à démarcher. Et on fait Confession nocturne avec Jams, qui sort en 2006, en plein été. Et le titre devient un espèce de raz-de-marée. On l'entend partout. Tout le monde met ça dans sa voiture. Enfin, à l'époque, c'était un truc de fou. Et là, tous les gens qui nous avaient claqué la porte au nez, alors qu'ils avaient écouté tout l'album, qui était fini,
nous rappellent et disent non mais on a écouté, c'est du génie, il faut qu'on la rencontre, alors qu'on m'avait tout sorti. Et en fait, question de timing, c'est un métier aussi où on le comprend très vite, que c'est un métier d'hypocrite. En fait, on comprend qu'il y a des opportunités, il y a des moments pour tout, et que voilà, quand les gens n'ont pas envie, les gens n'ont pas envie, qu'il faut enfoncer les portes en fait. Encore plus quand t'es une femme, encore plus quand t'es auteur. Et là, la situation va s'inverser, ouais. Alors, on peut revenir un tout petit peu en arrière. Donc, tu as été vendeuse dans un centre commercial. J'ai été vendeuse, j'ai été serveuse, j'ai été vendeuse longtemps. Ouais. Et tu vendais quoi? Je vendais des jeans, des baskets, je vais pas dire les marques, mais c'était des bottes avec plein de trucs en fer dessus. Je sais pas si tu vois des grosses bottes. Je pensais que ça revient un peu d'ailleurs. C'est un peu gothique dans l'esprit. Voilà, je vendais cette marque-là. Et c'était une jeanerie en fait qui était dans le plus gros centre commercial de Lyon. Et j'ai fait ça pendant 2 ans officiellement. Après, je continuais les week-ends. Je gagnais bien ma vie. Ça me permettait de payer mon appart parce que je suis partie à 17 ans de chez mes parents. Et je pense que ça m'a donné tout de suite une rigueur aussi dans ma vie, de ma gestion de mes économies, mes finances. Moi, je suis quelqu'un de très raisonnable. Et tu as un souvenir, je sais pas, quelque chose de précis de quand tu étais vendeuse de jeans au centre commercial de Lyon, quelque chose qui t'a marqué? Il y avait des bagarres le samedi. Ah ouais? Ah bah oui, parce que c'était le centre commercial de Lyon à l'époque où les mecs venaient en bande le samedi. Et nous, on était la jeanerie hyper branchée du centre, donc ça venait chez nous, et il y avait ça essayait de voler, tout. Moi, combien de fois j'ai pris des filles qui volaient et tout. Et souvent, ça se disputait avec les vendeurs, ça se regardait bizarrement, tout ça. Et il y a eu un jour, on a dû fermer le rideau, c'était bagarre générale. Ah non, c'était quelque chose ces années-là. Genre bataille rangée, quoi. Ouais, grosse bataille, tout le monde est venu de la sécurité et tout. On s'embêtait pas, ça, à l'époque. Mais ce que c'est fou, donc en fait, tu avais déjà du succès et tu as fait c'était pas encore en fait, les gens ne savaient pas que c'était moi, mais je commençais à me faire un nom dans le milieu, en tout cas. Et là, pendant 2 ans, tu vas en cours pour apprendre le commerce international, quoi. Voilà. Et le plus dur, ça a été après le BTS, parce que j'ai mon BTS, ça n'a toujours pas... Il n'y a rien qui s'est déclenché. Et là, en fait, j'ai toujours mon loyer à payer. Qu'est-ce que je fais ? Et je m'étais dit, ce sera le plus... pour moi, je l'ai vécu comme un échec. Qu'est-ce que je fais ? Soit je pars aux États-Unis, je laisse tomber, mon rêve en fait. Soit je me donne encore quelques mois. Je retourne travailler dans le centre commercial. Franchement, ça paraît bête à raconter, mais pour moi, je l'ai vécu tellement comme un échec. Et les gens passaient me voir. Puis moi, il y avait quand même des morceaux qui commençaient à tourner en radio. Et ils me disaient, qu'est-ce que tu fais là ? T'es revenu ? Et toi, t'es là, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Ça marche pas en fait pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais toi, tu peux pas dire ça. T'as ton petit ego, tu vois ? Mais je croyais que tu devais pas signer tu vois, c'est horrible, les gens ils connaissent rien à ta vie, ils savent pas que toi t'as tout fait, t'as démarché partout, et c'est pas le moment en fait. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes avec qui je bosse en développement, à qui je dis il y a un moment pour tout, vraiment. Et parfois c'est ces moments-là qui vont te donner, moi c'est ces moments-là qui m'ont permis de me construire après, parce qu'après j'ai compris que il faut y aller, cocotte, en fait, ça va être compliqué, c'est pas comme ça, c'est pas t'arrives. Mais juste avant Confession Nocturne, vraiment juste avant, tu vendais encore des jeans. Juste avant, juste avant Confession, j'étais retournée travailler dans ce magasin. Et puis ensuite, on a terminé l'album. Au moment où Confession rentre en radio, on nous commence à nous faire des propositions. Et là, il y a eu à peu près 6 mois de négo. Là, j'ai arrêté de travailler. D'accord, oui. Et parce que ton idée quand t'allais aller aux États-Unis, c'était d'arrêter la musique. J'avais mon diplôme de BTS Commerce International, j'avais fait ça pour ça, j'adorais les langues. Mon oncle vivait aux États-Unis, donc j'allais quasiment tous les étés chez lui, j'aimais trop quand j'étais un peu plus jeune. Et je suis tombée amoureuse des États-Unis, je m'étais dit, je chercherais dans une boîte là-bas d'import-export, un truc qui n'a rien à voir. Puis la musique restera une passion, tu vois. Tu te souviens de choses que t'as apprises dans ton BTS de Commerce International et qui les incoterms. C'est quoi ça? Ex-works. Alors, quand tu vends à l'export ou à l'import, c'est des termes dans la vente qui t'expliquent, enfin qui disent en fait, telle charge est à la charge soit du vendeur, soit de l'acheteur. Donc il y en a, je sais plus, je crois qu'il y en a 12 d'incoterms, et en fait tu as 12 façons de vendre un produit où il y a soit le dédouanement à la charge de l'acheteur, soit tu vois, c'est hyper complexe. Et moi je faisais ça, je faisais des stages dans le transport et tout, j'aimais trop. Voilà. Ça m'a pas trop servi. Par contre, l'anglais m'a servi. Parce que franchement, je suis quasiment bilingue. Et quand j'ai la chance de rencontrer des artistes internationaux, ou même, je suis trop contente de pouvoir échanger. Et j'ai des copines et tout qui parlent pas un mot d'anglais. Juste pour ça, ça m'a servi. Et ça vient de tes cours d'anglais au BTS de Commerce International. Ça vient de mes voyages aux États-Unis. Ah oui, aussi. Parce que la première fois que je suis arrivée aux États-Unis, je croyais que je parlais anglais. Le douanier m'a posé 7 fois la même question. Genre en anglais, est-ce que vous avez récupéré votre valise? Et je suis restée comme ça. Et je dis, mais dans quelle langue il parle? Et en fait, ça n'a rien à voir. Il faut aller sur place. Tu vois, c'est là que tu comprends que ça n'a rien à voir avec l'école, en fait. Tu te souviens de profs qui t'ont marqué, que ce soit dans le BTS ou avant, des gens qui... Ouais, je me souviens de ma prof de français de
6e, 5e. Comment elle s'appelait? Madame Dezania ou Dezigna, un nom comme ça. Elle avait convoqué ma mère, quand j'étais en pleine crise de rébellion, où je me faisais virer de chaque cours quasiment. Et c'est au lycée, je dis des bêtises, c'est en seconde, ma prof de français. Et donc ma mère était ravie d'être convoquée. Et elle avait dit à ma mère, écoutez, c'est pas facile, elle se rebelle beaucoup, voilà, c'est quelqu'un qui répond énormément, mais elle est brillante. C'est-à-dire qu'elle a une façon d'écrire qui est particulière et il faut pas la lâcher là-dessus, tout parce que je crois qu'elle a un don. Elle lui avait dit ça. Et à la fin du rendez-vous, ce que ma mère avait retenu, elle lui avait dit voilà, en tout cas, je sais pas ce qu'elle va faire de sa vie, mais vous faites pas de soucis pour elle parce qu'elle a un tempérament. Et ma mère, ça l'a marqué. Elle m'a toujours raconté cette histoire. Et je remercie cette prof parce qu'elle me poussait dans tout ce qui est dans l'écrit, quoi, dans la création, dans la vraiment dans l'expression artistique, l'expression écrite, vraiment à prendre des risques, à essayer des choses. Et je pense que ma passion pour l'écriture, elle est née là au niveau du lycée. Ensuite, tu as signé ton contrat après 6 mois de négociation, et là, tu t'es installé à Paris. Alors, je me suis installée à Paris très tard. Il y a eu l'album sort. C'est un espèce de tourbillon, l'album cartonne, je m'attendais pas à ça. Et moi, tous les week-ends, donc ma maison 10 me prenait comme des appart-hôtels la semaine. Tous les vendredis soirs, je prenais ma voiture, je tapais mes 400 km et je rentrais à Lyon. J'aimais pas Paris. J'ai toujours détesté Paris. Je me sentais malheureuse à Paris. Je connaissais personne. Pendant les 2 premières années de l'exploitation de l'album À fleur de toi, je rentrais tous les week-ends. Et t'étais dans des trucs genre sans charme, genre toujours les mêmes. Les petits studs machin, t'as une petite kitchenette, un petit canapé, bon, c'est très bien. Mais j'étais toute seule en fait. Et donc moi, je vivais ça comme un up and down en permanence. Passer de l'euphorie, des plateaux télé, tout est artificiel, la lumière, les trucs, on y va. Les gens, et tu rentres chez toi, t'es tout seul, tu manges une petite soupe devant ton truc. Puis moi, j'étais très solitaire. C'était dur, franchement, j'ai pas aimé. Et dès que j'ai gagné des sous, je me suis acheté un appartement à Lyon, dans la campagne lyonnaise. Et donc, je redescendais encore après. Et je me suis installée à Paris seulement en 2010-2011. Ah oui. Ouais. Quand j'ai rencontré mon mari, après, on s'est installé à Paris. Ça pouvait être n'importe où, ces petits appart-hôtels. Ah ouais, j'en ai eu plein. J'ai habité dans plein de quartiers. D'ailleurs, l'autre jour, je roulais dans Paris. Par exemple, le centre, là où vous êtes, j'ai trop de mal. Surtout maintenant, on peut plus rouler. Et tout. Moi, je suis quand même beaucoup en voiture. Et l'autre jour, je passe dans une rue et j'avais oublié que j'avais habité longtemps dans cette rue à l'époque de mon premier album. J'avais un petit appart meublé. Donc, je faisais tout à pied et tout. Et ça m'a replongé dans des souvenirs. Donc, j'ai habité dans le centre, dans le 9e. J'ai habité près de la Tour Eiffel, longtemps aussi. J'ai habité en banlieue, près de Montrouge. Et voilà. Et j'ai fait un petit peu tous les quartiers. Donc, je connais quand même très bien Paris. Et donc, ça, c'était un moment où, du jour au lendemain, en fait, on a commencé à te reconnaître dans la rue, alors qu'en fait, pas avant. Alors ça a été vraiment... Et ça, c'est quoi? Alors, tu te souviens de la première fois où, genre, t'es sortie, t'as fait genre, oula, il y a un truc à... Je m'en doutais, mais ça a changé. Je me rappelle pas de la première fois. J'ai senti vraiment que c'était radical à partir du moment où tu fais des télés. Tu sens tout de suite la puissance de la télé, c'est quelque chose. Donc, à partir d'À fleur de toi, l'album, ça a été un espèce de raz-de-marée. J'ai fait beaucoup de télé. C'est l'année 2007 où vraiment j'ai senti, qu'il y avait un avant-après. Et c'était difficile pour moi parce que vraiment, j'ai fait ce métier parce que j'étais passionnée et que je voulais chanter, faire de la musique, écrire des chansons, raconter aux gens mon histoire. Et puis, en fait, d'un coup, y a plein de trucs que tu peux plus faire tout seul, quoi. Moi, c'est un truc bête, mais là, d'aller aux Galeries Lafayette toute seule un dimanche où il y avait plein de monde, un jour, des mecs me sont tombés dessus parce que c'était en plein confession nocturne. Et un mec qui vient me voir et qui me dit « c'est toi, Vita ?» Et donc, moi, je suis là « ouais, je croyais qu'il fallait une photo. » Et il me dit « ouais, pourquoi t'as fait cette chanson et tout? À cause de toi, ma meuf, elle est rentrée dans mon télé. » Donc, je comprends qu'en fait, là, je lui dis « non, mais attends, tranquille, c'est une chanson. » Et le mec hyper agressif et tout. Ça a été un truc qui m'a marqué. À partir de là, après, je sortais quasiment plus parce que je me suis dit « en fait... » Voilà, tu racontes des choses dans tes chansons, les gens te perçoivent d'une façon, c'est plus comme avant en fait, t'as pas la même liberté quoi. C'est un truc que j'ai appris à gérer sur le tas et moi vraiment j'ai pas fait ce métier de base en cherchant la lumière. Après il a fallu, et aujourd'hui j'ai un public incroyable et qui est adorable et qui est super bienveillant, mais il m'a fallu un temps d'adaptation pour comprendre, en fait, fais attention à ce que tu dis aussi. C'est pas facile. Quand on commence ce métier-là, on s'en rend pas compte. Mais donc, toi, tu préférais peut-être être un peu moins connu qu'un peu plus connu? Moi, vraiment,
le paramètre de la notoriété qui va avec le fait de faire ce métier, c'est pas ce que je préfère. Et c'est pas pour ça que je l'ai fait. Attention, quand je dis ça, je crache pas sur les gens. Au contraire, moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que les gens, quand ils m'arrêtent, ils me disent telle chanson, c'est mon histoire. Quand tu racontes ça, c'est ma vie. Là, je suis en train de le vivre avec mon nouvel album. Je fais des dédicaces un peu partout là depuis une semaine. Et j'ai des gens qui me font pleurer en dédicace parce qu'ils me disent quand tu racontes cette chanson-là, voilà, moi, c'est ma vie, c'est mon histoire. Ce pouvoir-là, de pouvoir retranscrire ta vie dans une chanson et de toucher les gens quand t'entends un zénith entier qui chante une chanson que t'as écrit à un moment de ta vie où t'étais pas bien, c'est hyper fort. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce que j'adore. Mais à la fois, le fait de pouvoir maintenant vouloir aller dans un parc d'attractions avec mes gosses, tu vois, comme tout le monde et tout, mais il y a une troupe qui te suit, tu peux pas marcher tout seul et tout, ça fait partie aussi du jeu. Donc en fait, les deux vont ensemble. Il faut l'accepter, mais c'est vrai que c'est pas évident des fois. Surtout quand t'as une vie de famille, quoi. Tu disais que c'était que ça avait été particulièrement difficile pour toi dans le milieu parce que en partie parce que t'étais une femme. Pas parce que j'étais une femme. En partie, hein, que ça rendait les choses peut-être encore plus dures. Je trouve que c'est encore plus dur d'être crédible, d'être entendu, d'être prise au sérieux. Quand toi, tu veux pas du tout être mise en avant pour ton physique, pour te ramener à ton physique, c'est ça? Moi j'ai été beaucoup ramenée à mon physique, beaucoup ramenée à ce que j'étais, une blanche qui voulait faire de la soul, du R&B. Je parle vraiment plus du métier et des médias que du public. Franchement, le public, moi j'ai le sentiment qu'ils m'ont comprise très vite parce que justement ils ont vu que je trichais pas et que je racontais ma vie. Mais je parle du métier en fait, des maisons de disques, des gens que j'ai tout entendu, quoi, qui m'ont tout sorti. Ça marchera jamais. C'est entre la variété, faut choisir un camp. Et c'était un peu, c'est vrai, particulier à mon histoire et à ma musique. Et c'est une force pour moi. Et puis j'ai compris très vite que finalement pour eux c'était pas une force et qu'il fallait absolument rentrer dans une case. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Laquelle on choisit? T'es une femme. T'as un physique, ok, il faut jouer la carte sexy, il faut qu'on te mette avec des danseurs, il faut que tout ce que je voulais pas renvoyer. Moi, je voulais faire des clips cinématographiques, raconter mon histoire comme un journal intime. Bon, j'ai compris très vite que ils avaient pas compris le projet, quoi, et qu'il allait falloir se battre. Est-ce que ça vient pas du fait aussi, en gros, ils sont dans une économie et ils essayent de dire, attends, qu'est-ce qui marche? Et toi, il fallait que tu crées ta propre case, quoi. Exactement. Et aussi, je pense que c'est propre à la musicalité française. Je pense que vraiment, la musique française est comme ça. On a l'habitude, c'est l'amour de la chanson française que j'adore. Moi, ma mère écoutait que ça et c'est ce qui m'a donné aussi envie d'écrire. Mais je pense que on a l'habitude en France d'écouter soit de la variété, il y a la musique urbaine, il y a la variété. Finalement, entre les deux, il n'y a pas de case qui existe. Et d'ailleurs, on est sur un retour de la musique urbaine hyper fort et je trouve ça génial. Mais quand tu es entre les deux, moi, c'était mon histoire à l'époque. Hein. J'étais une des premières à faire cette musique un peu c'était un peu de la pop urbaine. À fleur de toit, le format du morceau, il n'y a rien en radio qui ressemble à ça. À ce moment-là, ma sœur, encore pire. Donc les médias, il n'y avait pas de radio pour jouer ça finalement. Skyrock, c'était rap. Énergie, c'était pop. Donc c'était compliqué, quoi. Et oui, bien sûr que c'est une économie, bien sûr que c'est une industrie, donc eux ils se disent ok, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais il y a des gens quand même en maison de disques qui, pour moi, ils sont là pour ça, pour écouter le talent, pour aller innover aussi, pour aller créer des choses. C'est quand même, je trouve, plus facile aujourd'hui parce qu'il y a les réseaux et qu'en vérité, quand quelqu'un a du talent, on en entend parler. Mais à l'époque, c'était pas facile. Ton album? Mon album Charlotte. Oui. Est-ce que tu peux en dire un mot? Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il m'a fallu 15 ans pour me regarder dans une glace et me dire ok, est-ce que c'est pas le moment de tout leur dire? Est-ce que c'est pas le moment de même ce que tu cachais derrière le masque, Vita? Parce que c'est vrai que moi je me suis tuée à construire cette image d'une femme forte, ce que je suis quand je suis une artiste, mais derrière cette image-là il y a une femme remplie de doutes, remplie de failles, de craintes, qui est tout le temps angoissée, qui a toujours peur que ça marche pas et de toute façon qui voit toujours tout en noir et voilà et quand je monte sur scène on le voit pas ça et je prépare un documentaire qui raconte ça en fait, qui va avec cet album et dans cet album, dans l'intro Charlotte que j'envoie en premier sur cet album, même si c'est pas un single, je raconte tout ça, je raconte ce que ça m'a coûté de me battre pour réaliser ce que j'avais envie de faire depuis le début, les épreuves, et puis le reste, quoi. Mes doutes, mes angoisses de femme, comment je vois les choses aussi, même ma famille, ce que je construis, comment j'essaye de tout gérer en même temps, mais en vérité, j'y arrive jamais, je suis jamais contente de moi. Moi, j'aime bien me poser des questions
techniques et précises aux artistes sur comment ils fabriquent, en fait, comment ils font. Et je me disais qu'on pouvait faire ça avec ta chanson Les choses qu'on fait. Dis-moi c'est tout ce qu'on fait, tu vois les choses qu'on fait. Est-ce que tu peux me raconter comment t'as créé ce morceau? C'est un des premiers morceaux qu'on a créé sur l'album. Oui, depuis le tout début, c'est-à-dire genre... C'est quoi la première idée que t'as? Est-ce que c'est une phrase musicale? Est-ce que c'est des mots? Est-ce que c'est... Il faut que je me replonge un peu dans... Parce que c'est vrai que c'est un album sur lequel je bosse depuis plus d'1 an. Oui. J'ai énormément travaillé avec Renaud Robillot à la compo, qui est mon ami et qui est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance et on se comprend tellement. Et c'est quelqu'un qui me pousse dans mes retranchements. Et quand on rentre en studio sur l'album, il me dit en fait là, c'est cet album-là, il faut... innover. Il faut aller plus loin encore dans le processus de création. On sort d'un album qui a énormément marché avec Slimane, mon solo d'avant qui m'avait fait renouer avec le succès. Il faut que cet album-là fasse le lien entre ta musique, entre Versus et entre ce que tu as envie de faire là. On s'interdit rien, on y va, on essaye. Et c'est pour ça que dans cet album, il y a plein de choses. Il y a des couleurs musicales, il y a de la bachata, il y a du hip-hop, il y a de la chanson française, il y a toutes ces influences que j'aime. Et les choses qu'on fait, c'est un des premiers titres qu'on fait. Et moi, j'adore la vibe 80. The Weeknd l'a beaucoup exploité, Bruno Mars aussi. Je trouve que c'est en énergie, c'est super fort. Je trouve qu'en France, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de sons comme ça. Donc, on a envie de faire un son comme ça. Et en même temps, dans le morceau, il y a la couleur un peu Goldman. Je ne sais pas si tu l'as ressenti. Parce que moi, je suis une grande fan de l'école Goldman. Et donc, en fait, il y a la mélancolie. Et à la fois, il y a le côté 80 comme ça, dans l'énergie très puissant. Donc, l'idée, c'était de faire un morceau up, 80 dans la couleur et à la fois dans le texte touchant dans la mélancolie. Donc je raconte un peu comment moi j'ai traversé le temps, comment je me suis servi aussi de mes failles dans mon passé pour avancer et comment l'être humain on est comme ça, on est rempli de paradoxes. Et c'est Renaud qui te propose genre des suites d'accords avec une mélodie? Alors nous comment on crée, en fait on se met à la guitare toujours ou au piano ça parfois et en fait on essaye des mélos, des riffs à la gratte. C'est toi et lui c'est lui qui se met à la guitare. Moi, souvent, j'arrive avec des mélodies. J'ai plein de... Dans mon dictaphone, j'en ai plein. Et j'arrive avec une idée de mélodie. Il prend sa guitare, il pose 2-3 accords. Et en fait, de là, on part sur quelque chose qui n'a rien à voir. Enfin, il y a plein de morceaux, ça aussi, on le voit dans mon docu. On part d'une chanson... On fait 4 chansons avant d'arriver à la chanson finale. Ça, c'est un peu l'histoire d'une chanson qui s'appelle Ça fait mal, qui est dans l'album où j'ai filmé toute la créa, justement, par rapport à ce que tu dis, de A à Z, où tu commences à la guitare sur... Et en fait, dans la vidéo qui dure à peu près, 25 minutes, tu vois que on passe d'une chanson à une autre. On fait 4 chansons pour au final arriver sur une autre. C'est génial de le voir parce qu'en fait, les gens pensent que moi, je suis pas une artiste où j'arrive en studio, on me fait écouter une chanson. Je crée toutes mes chansons et j'écris et j'adore composer. Et en fait, on essaye. Et là, sur ce titre-là, on essaye et puis on trouve cette mélodie de refrain et on a commencé comme ça. On dit souvent que c'est ça sur les chansons, c'est qu'en fait, on m'a déjà dit ça, moi, que en gros, quand t'as trouvé un refrain et qu'il est bien, en gros, la plus grosse partie de ta chanson est faite. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le refrain, je pense que c'est un peu essentiel quand même. En tout cas, sur un morceau qu'on veut format, c'est-à-dire qu'il va aller en radio, quoi. Contre-exemple, Charlotte, dans l'album, c'est un morceau qui n'est pas un single. Moi, je veux vider mon sac à ce moment-là. Je fais appel à Dadju. On coécrit ensemble parce que je veux qu'il y ait des punchlines et je veux que ce soit hyper incisif. Le morceau, il a rien de... Je le sais, c'est pas un single. Mais je sais que ça, c'est des morceaux qui sont souvent viraux, que les gens écoutent et réécoutent parce qu'il y a du texte, il y a du fond, en fait. Et à la fois, quand on veut qu'une chanson soit format aujourd'hui en radio, on sait qu'il faut pas qu'elle fasse plus de 3 minutes 30, c'est très long maintenant. Il faut que le refrain soit fort. Et quand t'as ton refrain, c'est plus dur d'avoir un bon refrain que d'avoir un bon couplet. Et c'est plus important d'avoir un bon refrain qu'un bon couplet. Oui, c'est vrai que c'est vraiment ça. En fait, c'est l'écrin. Toute la chanson, c'est l'écrin du refrain. Exactement. C'est l'écrin du refrain. Et en fait, si c'est le couplet qui est mieux que le refrain, c'est un peu relou. Ça déconne. Maintenant, je vais bien finir par plein de questions en vrac, comme ça, qui sont très différentes les unes des autres. J'ai une réponse courte ou je développe? Tu développes exactement autant que tu veux. Si tu veux faire court, tu fais court. Si tu fais long, tu fais long. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux? Genre sur Instagram? Beaucoup Instagram, beaucoup moins Snap, un peu. TikTok, j'y arrive pas. Je crois que c'est pas ma génération. Et mes enfants ils me disent ma mère, ils sont à fond dans TikTok et tout. Je sais pas, je crois que c'est pas ma génération. Instagram, c'est un fléau. C'est-à-dire que des fois, je suis fatiguée, je comprends pas, j'arrive pas. Je regarde plein de choses. J'envoie tellement de choses à tout. Enfin, il y a de tout, mais de tout. Franchement, c'est un fléau. Et si tu vas dans ton Explorer, dans ce qu'on te propose sur Instagram, tu sais, genre par défaut, il y a quoi? Il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de bouffe.
Non, il y a plein de choses. C'est marrant, comme on sait que, le moteur de recherche, c'est ce qu'on aime, quoi. Ouais. Il propose des choses des fois. Mais franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de chanteurs, beaucoup de chanteurs US, souvent des prestations. Là, il y avait beaucoup de Fashion Week là dans mon feed. Plein de choses, hein. Beaucoup de voyages aussi. J'adore voyager, j'adore regarder des Instas de gens qui vivent à l'étranger. Les animaux, beaucoup aussi. Ouais, j'aime bien. Les lions, il y a plein de trucs comme ça qui me fascinent. Moi, j'aime beaucoup surtout les vidéos où tu vois des animaux qui sont gentils les uns avec les autres. Ouais. Tu sais, genre, un petit lion, il sauve une chèvre et tout. Ouais, hyper violent. Non, moi, ça, je regarde pas. Ouais. Mais non, c'est plein de choses. Et plein de sport mécanique aussi, parce que moi, j'adore. Beaucoup de motos. Donc, des fois, je tombe sur des Instas de... Oui, parce que tu fais de la moto, mais genre... je suis motarde, vraiment, quoi. Ouais. Enfin, je suis motarde. Ouais. Mais je suis tombée sur une fille qui est incroyable, qui est hyper connue, je me rappelle plus de son nom. Mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Genre, elle est... Voilà, quoi. Elle fait des acrobaties avec sa moto. Elle est incroyable. L'autre jour, j'ai passé, je crois, 45 minutes à regarder tous ses réels. Elle me fascine. Voilà. Et est-ce que ça t'arrive de répondre à des gens qui t'écrivent sur Instagram ou genre il y en a trop non, bien sûr. Moi, déjà, ne serait-ce que dans mes posts. Oui, bien sûr. Je réponds beaucoup quand même. Oui. Et après, en fait, il y a les classements là, général et principal. Ouais. Et en fait, je fais beaucoup le premier et ça m'arrive de passer dans l'autre. Et après, il y en a beaucoup. Oui. Mais je réponds beaucoup. Ouais. Après, les gens me disent oui, tu m'as pas. Mais il y en a tellement. Je vois pas tout. Mais je le fais. En fait, que si tu répondais, tu ferais que ça en fait de ton existence. C'est pas possible. Alors là, c'est une question que je pose, je pense à pas mal de gens. Non, c'est pas forcément piège, mais t'as déjà partiellement répondu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Quelle horreur cette question. On est obligé. Je sais pas, c'est dur de répondre à ça. C'est dur. En fait, au-delà de qu'est-ce que je pense, je sais pas, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture, tiens. J'ai des copines à moi qui se trouvent trop belles, genre j'ai des copines à moi, on en parlait, qui me disaient, voilà, moi, qui a hyper confiance en elle, et j'aurais aimé être comme ça. Ouais. Parce que quand tu fais un métier d'image et que tu t'aimes pas, c'est trop dur, en fait, parce que par exemple, ce matin, je fais une matinale à 8h du matin. J'ai une tête comme tout le monde à 8h du matin. J'ai eu une galère, ma maquilleuse, elle est pas arrivée, alors j'ai dû me maquiller toute seule. C'est un truc France 2 et tout. Après, j'ai dit, allez, c'est pas grave, on y va et tout. Mais je veux dire, t'as pas envie, toi, de te voir sur des écrans comme ça à 8h. Enfin, tu vois, les gens normaux, ils ont pas, enfin, je sais pas, pour moi, la normalité, on n'est pas fait pour tout le temps se voir, en fait. C'est un métier. Encore plus aujourd'hui dans l'ère virale dans laquelle on est, t'es tout le temps confronté à ton image partout, sur une télé, sur un truc, et en fonction de comment ils te filment. Donc, disons que j'ai mis des années à accepter. Voilà, maintenant, je commence à me dire, ok, voilà, t'es comme ça et tout. Il y a des fois, j'arrive même à bien aimer certains trucs, mais dans l'absolu, c'est dur. Je suis pas quelqu'un qui m'aime beaucoup, quoi. Mais alors qu'on se dit que tu dois recevoir énormément de gens qui te disent que t'es super belle. Bien sûr, et je me dis que les gens, ils doivent même parfois se dire que je suis une mytho, que je dis ça, parce que j'ai des gens qui me disent ça, c'est dans mon entourage, qui me disent, c'est bon, t'abuses. Ce que je disais tout à l'heure, la dysmorphophobie, c'est-à-dire que je me vois comme j'étais. En fait, je crois que, j'ai rien changé sur ma tête, mais je pense que vraiment le reflet, comment on se voit et la perception que les gens ils ont de nous, c'est deux choses différentes. Donc peut-être que les gens me voient et me trouvent très jolie et moi je me vois d'une autre façon. Donc ça a rien à voir avec, c'est subjectif, la beauté. T'es belle, t'es pas belle, il y en a qui me trouvent horrible, il y en a qui me trouvent belle. Mais c'est dur de faire des métiers comme ça quand on a ce rapport-là, quoi. C'est le truc, en fait, c'est que le monde entier pourrait dire de façon unanime, t'es trop belle. Que toi, tu vas pas t'aimer dans un truc, tu t'aimes pas. Tu vois, et c'est relou d'en parler parce que ça peut même te faire passer pour une mytho. Mais bref, j'ai répondu. Est-ce que tu as fait des choses dans ton existence, dans ta vie, où que tu regrettes un peu fort et genre tu y penses un peu souvent ? Alors moi, je fais vraiment partie des gens qui regardent pas dans le rétro, déjà. Parce que je suis croyante. Je pars du principe que quand on fait une erreur et qu'on demande pardon, on est pardonné. Comme tout le monde, on a tous fait des erreurs. Mais alors vraiment, je crois que moi, comment j'avance, je suis un peu comme un taureau, j'avance. Et c'est comme s'il y a un efface. Tu vois, je repense jamais à des choses que j'ai pas aimées dans ma vie. Et parfois même, je me rends compte, j'ai fait des blackouts de certaines périodes de ma vie. Où je vais recroiser quelqu'un, ça m'est arrivé ce matin, et qui me dit, tu te rappelles ? Et en fait, ça m'a rappelé une période. Cette période-là, j'y avais pas repensé depuis, je sais pas, 10 ans. Je suis comme ça. Et c'est de quelle période il s'agissait ? Tu peux nous dire ou pas ? Pardon ? Tu peux nous dire de quelle période il s'agissait ou pas ? Non, c'était de ma période, avant mon premier album, juste avant, enfin, au niveau de mon premier album, quelqu'un que j'ai croisé qui m'a rappelé une période.
Mais ça veut pas dire que c'était une mauvaise période, mais qui m'a rappelé une anecdote de ma vie que j'avais, moi, effacée de ma mémoire. Et en fait, je trouve que c'est pas intéressant de sombrer dans la nostalgie, la mélancolie. Je pense que c'est une énergie qui peut même te tirer vers le bas. Je pense qu'il faut positiver, en fait. Même si, attention, quand on a fait une connerie, il faut se dire, OK, je vais pas le refaire. Mais je suis pas dans le truc de regretter quelle erreur. Ça y est, c'est fait, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Mais tu dis aussi que tu demandes pardon et ensuite tu passes à autre chose. Et donc, ça t'arrive de demander pardon? Ah, mais moi, je demande pardon 5 fois par jour, pour ceux qui comprennent. Oui. Bien sûr, pour moi, moi, en tout cas, je me sens comme quelqu'un qui fait constamment des erreurs. Et j'essaye d'inculquer ça à mes enfants aussi. Pour moi, l'essentiel, c'est de se sentir... pour moi, il y a un créateur au-dessus. En fait, on n'est que des êtres humains et on est tous au même rang. Et quand je vois des gens qui viennent me voir en pleurs, je lui dis arrête de pleurer. Hein. On est pareil, hein, tu vois. Et je prends le temps de leur expliquer. Après, ils se calment et tout. J'ai un vrai problème avec ce truc de. Et c'est pour ça que j'ai un vrai problème avec ce métier parce que t'as des gens qui se prennent pour je sais pas qui. Tu vois, tu le comprends et tu te dis ok, bon, c'est comme ça. Quand t'arrives à Paris, que tu vois tout le monde, tu vois que tu fais. Moi, j'ai fait toutes les maisons disques à l'époque. Je voyais des gens qui me parlaient de haut et tout. Et moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a une grande gueule et tout comme ça au premier abord. Et j'ai compris que voilà, bon, c'est un métier qui est comme ça aussi, c'est l'ego qui va faire le truc. Et j'aimais pas ça, moi, le concours d'ego, encore une fois, la compétition et tout, c'était pas mon truc. Donc j'ai pris mon temps pour faire mon chemin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que tu aurais été résistante, à ton avis, en 1940, en 1942, en 1944 ou en 1955? Parce que moi, comme je te disais tout à l'heure, ce truc de je supporte pas l'injustice, je pense que j'aurais... Tu serais allé à Londres avec De Gaulle. Est-ce que c'est une forme de résistance? Je crois. J'aurais caché des gens, j'aurais voulu aider des gens, j'aurais pas supporté de voir... c'est horrible quand même ce qui s'est passé. Donc oui, moi je pense que... Ah ouais, moi ça c'est mon truc, de faire enfin de le faire sans que ce soit, sans le dire. Je pense que j'aurais très certainement essayé de cacher des gens, d'aider des gens. Est-ce que ça t'est arrivé d'être jalouse du succès de quelqu'un d'autre? Alors c'est une super question. Alors, ça peut faire langue de boîte de le dire comme ça. Très honnêtement, moi, en fait, j'ai eu cette chance d'évoluer aux côtés des plus grands. C'est-à-dire, Jam, c'était mon ami, c'est ma sœur encore aujourd'hui. À l'époque, avant Confession Nocturne, on est très, très amis. On s'est rencontrés sur une compile 5 ans avant Confession Nocturne. Entre-temps, on devient hyper copines. Je passe tellement de temps avec elle. Elle m'emmène avec elle partout. Elle m'emmène en vacances avec elle. Elle va faire un concert à La Réunion. Elle m'emmène avec elle. Mais moi, en tant que copine, pas en tant que Vita. Personne ne me connaît à l'époque. Et je la vois, en fait, elle devenir grande, parce que c'était à l'époque de Brut de Femme, avant, dans ma bulle. Et je l'observe. J'ai énormément appris en la regardant. Elle sur scène, elle avec ses équipes. Et en fait, je me suis servi de ça pour grandir. Et à ce moment-là, moi, j'écris mes chansons. Elle le sait. Elle trouve que c'est incroyable. Elle me dit, tu verras, on va y arriver. Moi, je vais t'aider. Bon, ça a mis 5-6 ans, mais elle m'a aidée. Et c'est elle qui m'a signé après, par la suite, chez Motown France. Mais... j'avais toutes les raisons de l'envier. Et je le sais parce qu'il y a plein de gens qui me disaient mais attends, mais pourquoi le faire? Les gens sont comme ça, ils viennent parler dans tes oreilles, ils adorent. Et en fait, moi, c'était ma sœur. Pour moi, je la regardais sur scène, je l'admirais en fait. Et j'ai appris en étant dans son ombre. Et puis par la suite, plein de gens que j'ai croisés dans ma carrière, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. J'ai pas cette fibre, moi. Et je la supporte pas chez les gens. Et nous, on a un label aujourd'hui, on a la chance de bosser avec plein de gens. Quand je sens ça chez quelqu'un qui fait des réflexions et qui... je supporte pas. En fait, pour moi, déjà, il y a un destin, il est écrit. Après, il y a les causes, il faut se bouger dans la vie, il faut faire les choses et tout. Mais si t'es entouré de gens qui sont bienveillants, et j'ai le sentiment que nous, on est une équipe où on est comme ça, les gens qui regardent comme ça ce qu'il y a dans leur assiette et tout, et mes enfants, quand ils ont tendance à faire des trucs comme ça, comment je m'embrouille avec eux? J'aime pas. Ça, c'est un truc chez l'être humain, je trouve que c'est un des pires trucs, d'être envieux. Ça a dû m'arriver dans ma vie, peut-être pour des trucs quand j'étais plus jeune, j'en sais rien. Mais dans l'absolu, dans ma carrière, j'ai jamais ressenti ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux tempéraments. C'est que tu peux voir le succès des autres comme un truc genre moi j'ai pas ça, ou alors tu peux dire français, genre et tu peux te dire genre en fait c'est possible. Bien sûr. Le voir comme une info de ce qui peut arriver en fait. Et c'est ce que je pense, ça revient à ce que je disais. Je trouve que malheureusement c'est assez français comme façon de penser que de dire il a ça, il a réussi, il a gagné ça. Et au lieu de se dire à l'américaine, tu vois, à l'anglo-saxonne, il a ça. Anything is possible. Quoi. Ah, bien sûr. Moi, quand je vois des gens qui réussissent et qui font des choses que je ferais sûrement pas, mais je suis comme une enfant. Je dis, c'est un truc de ouf. T'as vu et tout. Bon, voilà, moi, je préfère ça. En fait, sinon, on rêve plus. Et en fait, si t'es dans cette énergie-là d'être envieux, t'avances pas.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir d'un concert et de dire « Ah, j'ai un peu raté mon concert ». Non, mais en fait, c'est moi. C'est vrai qu'on se connaît pas. C'est-à-dire que là, s'il y a des gens qui travaillent avec moi, en fait, moi, je suis comme ça tout le temps. Je suis jamais contente de moi. Oui. Je suis jamais contente de moi. Même quand je fais une super presta. Mais est-ce que tu vois que peut-être il y a eu des différences? Genre là, tu dis c'est bien sûr. Genre là, oui, bon, c'était pas top, mais ça va. Et il y a des fois où tu fais genre. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis quand même. Je suis hyper dure avec moi-même, mais je sais quand c'était bien, quand c'était correct, on va dire. Et voilà. Et même quand c'est correct, je fais pas des saltos arrière en sortant de scène, tu vois. Mais bon. Et c'est quoi du coup rater un concert? Rater un concert, c'est quand t'as pas de voix. Ouais. Tu peux pas donner. Sur la tournée Versus, on a fait 110 dates de tournée. Hein. Il y a eu plein de fois où on n'avait plus de voix. Un jour, Slimane, le pauvre, il en a pleuré sur scène. Il avait, je crois, une pharyngite ou un truc. Et c'était vocal. Hein. C'était qu'un concert où on voyait. Bon, ça arrive. Hein. Et sauf qu'il faut tenir 1h45. Tu peux faire aucune note en haut, tu changes toutes tes mélodies, c'est rater un concert. Parce que moi, j'ai le sentiment que eux, les gens, ils sont gentils. Parfois, ils se rendent pas compte. Parfois, ils se rendent compte, mais ils sont gentils, ils sont dans l'empathie, ils sont contents. Mais toi, tu leur as pas donné ce que tu voulais donner. C'est ça, rater un concert. Quand physiquement, t'es pas capable. Ça arrive. Après, oui, c'est vrai que mais c'est pas comment dire, tu peux pas c'est dur de s'en vouloir à soi-même pour ça, c'est pas de ta faute, quoi. Oui, mais bon, quand même, t'es dégoûté parce que au final, quand tu regardes après, parce que moi je regarde beaucoup les vidéos, les trucs après, tu te dis bon, après oui, c'est pas de ta faute. C'est ça pour moi, raté. Si tu devais sauver un seul raccourci clavier, tu sauverais lequel? Donc les raccourcis qu'on a dans nos téléphones. Plutôt sur l'ordinateur, pomme C, pomme V, pomme Z, pomme A. Les deux, hein. Pomme C, c'est pomme C, pomme V. Pomme C, pomme V, C'est qu'on gagne tellement de temps à faire ça. C'est ces deux-là. Pomme Z, c'est pas mal aussi, hein. C'est effacé. Effacé, ouais. C'est genre, merde. C'est pas grave, t'as fait un truc imagine, t'as fait un truc dans ta vie, tu fais... J'enlève. Non, mais pomme C, même pas besoin de demander pardon, hop, tu fais pomme Z. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien avancer avec les erreurs. Je suis pas dans le... Justement. Mais copier-coller. Parce que je passe tellement d'heures à écrire mes textes et à les envoyer à tout le monde, je recopie tout, ça m'évite des heures de travail. Vita, merci beaucoup. Merci. Hein. C'était trop bien. On a beaucoup parlé. Hein. On a parlé 1 heure exactement. Du coup, on a 3 heures de retard. Non, je rigole. Merci. Merci à toi. Bon, cet épisode, il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes. Et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après, je sais que s'abonner, c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Bonjour Vita. Ça va? Très bien, et toi?